Moi, je suis Marianne Ménard, je suis de l'Université de Sherbrooke. J'étudie au laboratoire Planéar, qui est à la Faculté des sciences. Je fais une maîtrise en intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est de la reconnaissance de l'intention. Pourquoi c'est important, finalement, pourquoi c'est excitant en intelligence artificielle. Et je vais vous présenter, finalement, deux paradigmes historiques qui peuvent servir à faire de la reconnaissance de l'intention. OK, donc comme on sait, l'IA va être partout demain, va être dans nos autos, va être déjà dans nos cellulaires. Et ce qu'on va vouloir qui arrive, c'est que pour ces applications-là, pour qu'ils rendent finalement leur utilisation soit agréable par nous, on va vouloir justement qu'ils puissent deviner nos intentions à un certain degré, qu'ils puissent deviner nos besoins, nos désirs, ce qu'on souhaite faire à ce moment-là. Les problèmes qui sont connexes à ça, qu'on résout en recherche, finalement, c'est la reconnaissance de but, la reconnaissance de blanc. La reconnaissance de but, finalement, c'est pouvoir reconnaître un objectif. C'est quoi l'objectif d'un agent ou d'un humain qui agit dans son environnement? Et la reconnaissance de plan, c'est seulement de reconnaître la façon qu'il va utiliser pour parvenir à ce but-là. Donc, c'est quoi les utilités de, finalement, la reconnaissance de l'intention, la reconnaissance de but en IA? Bien, d'abord, on peut s'imaginer toutes les situations où il y a de la collaboration. Ça va être des situations, justement, où est-ce qu'on va, la reconnaissance de l'intention va aider beaucoup. Parce qu'en en reconnaissant, finalement, l'objectif, l'intention du monsieur ici, bien, l'autre agent en salopette rouge est capable de l'aider à mettre les livres dans la bibliothèque. Un autre exemple, c'est dans des situations potentielles d'adversité où on pourrait penser que, par exemple, qu'il y a des avions, on veut savoir si leurs intentions sont malsaines ou non. Un IA pourrait nous aider finalement à établir justement est-ce que ces avions-là sont une menace ou non. Et dernièrement, ben, ça pourra aider l'IA carrément à apprendre à partir de démonstrations. S'il est capable de deviner c'est quoi l'intention ici, qui est de mettre un petit pot de plasticine dans un bol bleu, bien à ce moment-là, l'IA va être en mesure, on pense, de mieux apprendre à partir de ces démonstrations-là. Donc, je vais vous présenter finalement aujourd'hui deux paradigmes, qui est le paradigme orienté connaissance et le paradigme orienté données. Donc, le premier paradigme, le paradigme orienté connaissance, finalement, c'est un paradigme où l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes difficiles à résoudre. C'est le paradigme qui est préféré, finalement, dans les années 60, 80 et 90. Fin 90, pardon. On parle aussi d'algorithmes symboliques. Et comme je dis, à ce moment-là, la capacité, ce qui est évalué, c'est la capacité à résoudre des problèmes difficiles. Donc, c'est considérer un IA, plus le problème est difficile et plus l'humain a de la difficulté à résoudre ce problème-là. Un exemple de problème, c'est tous les problèmes de recherche en général. Par exemple, si je veux aller d'un point A à un point B, en suivant la route optimale, bien, trouver cette route optimale-là, c'est un problème qui peut être résolu par ces IA-là. On peut s'imaginer qu'à peu près une panoplie de problèmes peuvent être finalement résolus par des algorithmes de recherche. À peu près tous les problèmes, par exemple, prendre un verre d'eau puis le porter à ma bouche, ça peut être restreint finalement à un problème d'amener le verre du point A au point B. Un autre type d'IA, finalement un autre type d'exemple, qu'on va trouver pour ce genre d'algorithme-là, c'est les systèmes experts. Donc, les systèmes experts, ça consiste à quoi? C'est finalement une base de connaissances. Tantôt, on va parler d'ontologie, c'est un bon exemple de ça. Finalement, c'est un langage commun, les ontologies, entre la machine et l'humain. Et on va vouloir, finalement, par exemple, pour un médecin, prendre toutes les connaissances d'un médecin et les mettre dans une base de données que mon algorithme va pouvoir utiliser après ça pour résoudre un paquet de situations. Par exemple, j'ai un patient avec tel symptôme, telle particularité. Je vais vouloir finalement trouver c'est quoi le diagnostic. Et c'est à partir d'une base de connaissances d'un médecin qu'on va pouvoir faire ça.
Donc, pour donner plus d'exemples, finalement, là, de manière concrète, c'est quoi justement des algorithmes, là, à quoi ça sert finalement ces algorithmes-là? Un meilleur exemple que vous avez peut-être utilisé si vous faites vos impôts vous-même, c'est le logiciel Impôt Expert et tous les logiciels d'imposition en général, où ce que toutes les connaissances des comptables sur les règles d'imposition fédérales et provinciales sont toutes mises dans une base, dans un logiciel qui est Impôt Expert pour qu'on puisse générer rapidement et calculer rapidement l'imposition de l'année en cours. Un autre exemple, ce serait les premiers algorithmes qui jouaient aux échecs. Donc, à ces algorithmes-là, ce qu'ils faisaient, c'était ils allaient évaluer finalement à chacun des coups toutes les possibilités et ils allaient jouer pour les deux joueurs jusqu'à la fin du jeu. Donc, c'est un principe de recherche carrément, où ce qu'on va rechercher, c'est quoi le meilleur move en regardant d'avance c'est quoi les moves potentiels que je peux faire et est-ce que ça me mène ou non à une partie gagnante. Et finalement, bon, le troisième exemple, je suppose que le monsieur des ontologies va pouvoir en parler un peu plus, c'est justement où est-ce qu'on va pouvoir mettre les connaissances d'un expert, ici un docteur, dans une base de connaissances qu'on va pouvoir s'en servir pour ici faire un diagnostic sur un patient. Donc, comment ça se traduit finalement, ce type d'algorithme-là, pour notre problème de reconnaissance de l'intention? En fait, une approche qu'on peut utiliser, c'est justement, bon, le principe de la rationalité. Le principe de la rationalité, c'est quoi? Je vais l'expliquer avec un exemple. On imagine ici qu'on a un agent qui fait un pas à droite. Intuitivement, en regardant faire l'agent un pas à droite, on pense que son but potentiel, ça pourrait être le but rouge ou le but vert, mais pas le but jaune. Pourquoi? Parce qu'on se serait dit, s'il avait voulu aller au but jaune, à ce moment-là, il aurait fait un pas vers le haut. Fait que finalement, c'est pas un chemin optimal que d'aller à droite pour aller au but jaune. Donc, c'est le genre de raisonnement que ces algorithmes-là, les algorithmes symboliques, les algorithmes de première vague vont pouvoir faire pour reconnaître c'est quoi le but de l'agent finalement. Ils vont calculer les chemins à partir de la position courante de l'agent jusqu'à chacun des buts, puis ils vont voir est-ce que les observations collent à ces chemins-là. Donc, ça fonctionne quand même bien, mais il y a des problèmes qui résident face à ça. Et le principal problème, c'est qu'il faut concevoir le modèle de manière manuelle. Je ne peux pas arriver avec cet algorithme-là, il va fonctionner instantanément dans mon environnement. J'ai besoin finalement de modéliser mon environnement pour que la machine comprenne ce langage-là, que la machine soit capable de comprendre finalement le problème et soit capable de le résoudre. Donc, il y a un paquet d'autres approches d'algorithmes symboliques qui font la reconnaissance de l'intention. C'est toute la même idée, puis c'est tout le même problème. Il faut toujours le traduire dans un langage machine. Fait que ce qui nous amène finalement à le paradigme orienté données, qui est la deuxième vague de l'IA. Et cette vague-là, finalement, c'est considéré comme la capacité à apprendre de l'expérience. Donc, un agent intelligent, ça va être quelqu'un qui est capable d'apprendre, finalement, et d'utiliser son expérience dans des situations nouvelles. C'est une vague qui est très populaire aujourd'hui, à partir à peu près de 2005, malgré le fait que ces algorithmes-là étaient surtout des vieux algorithmes, aussi vieux finalement que les algorithmes symboliques. Quand on pense au réseau de neurones, le réseau de neurones qu'on connaît aujourd'hui, l'idée finalement a été établie dans les années 80. Donc, c'est quoi qui a changé? C'est quoi qui fait que ces algorithmes-là sont très populaires aujourd'hui? C'est en fait qu'il y a une très grande quantité de données qui est disponible. À peu près toutes les compagnies aujourd'hui vont avoir un paquet de données sur les utilisateurs, sur leurs préférences, par exemple sur Netflix, ils vont avoir des données des caméras, etc. Et aussi, la capacité des ordinateurs, finalement, elle a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Donc, ça permet de paralyser les calculs en masse. Donc, qu'est-ce que ça fait finalement un modèle orienté données, un modèle qui apprend finalement? On peut penser que c'est un peu comme un modèle statistique.
Le genre de tâches que ça va vouloir résoudre, c'est des tâches de classification. L'exemple classique, c'est que j'ai une banque d'images et dans mes images, je vais pouvoir reconnaître c'est quoi qu'il y a dans l'image. Un chat, un chien, une voiture, un oiseau, etc. Et la façon qu'on va faire ça, c'est que je vais donner les données en entrée à un modèle qui va apprendre et il va apprendre finalement c'est quel feature qui est le plus corrélé avec ce qu'il contient dans l'image. Donc, si je donne une image de chat, il va dire, bon, ben, ça semble être important, la couleur, finalement, du poil ou quelque chose. Donc, c'est le genre d'affaire qui va mettre plus de poids dessus, puis c'est comme ça qu'il va pouvoir reconnaître des chats dans d'autres images. L'exemple classique de ça, bon, ce qui est le plus populaire, c'est justement les réseaux de neurones et l'apprentissage profond. Et je vais vous montrer finalement ça, comment l'apprentissage profond est capable de résoudre la reconnaissance de l'intention. Donc, un peu d'exemple de reconnaissance, d'algorithmes de deuxième vague, d'applications pour les algorithmes de deuxième vague que vous utilisez couramment tous les jours. Bon, d'abord, la reconnaissance vocale, la reconnaissance de visage sur Facebook. Bon, ce que je parlais tantôt sur Netflix, le fait qu'il est capable de vous donner des suggestions. Et bien sûr, bon, plein d'autres applications qui peuvent être plus ou moins problématiques. Justement, un des problèmes avec ce type d'algorithme-là, c'est que si on lui donne les mauvaises données, des données biaisées finalement, il risque d'apprendre des affaires qu'on ne voudrait pas qu'il apprenne. Donc, comment ça se traduit finalement, ce type d'algorithme-là, des algorithmes d'apprentissage, pour la reconnaissance de l'intention? Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon vidéo ne marche pas. Bon, finalement, il n'a pas chargé. C'est pas bien grave. Mais on voyait ici, finalement, un IA qui était capable de reconnaître les actions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la reconnaissance de l'intention, on ne veut pas seulement reconnaître une action. On veut reconnaître c'est quoi le but à partir de plusieurs actions. Mais c'est pas quelque chose, finalement, dans la littérature qu'on va beaucoup trouver. Des approches d'apprentissage qui vont faire de la reconnaissance de l'intention. Donc, nous, on est arrivés dans notre laboratoire avec un petit setup très simple, plus ou moins, où on a traduit finalement le problème de la reconnaissance de l'intention, de reconnaissance de but, dans ce cas-là, à un problème d'apprentissage. Donc, j'ai une base de données qui va être toutes les observations du comportement d'un agent. Un agent qui part d'un point initial A, puis qui va se rendre à un autre point B. Et je vais vouloir reconnaître, est-ce qu'il veut se rendre au point B, au point C, au point D, etc. Donc, j'ai un paquet d'exemples comme ça, et pour chacun des exemples, j'ai étiqueté l'exemple avec, finalement, l'objectif qu'il souhaitait vraiment atteindre à ce moment-là. Et je vais entraîner mon algorithme, ici un réseau de neurones, avec ces exemples-là. Et là, je ne sais pas si on voit bien ici, en fait, les observations, les exemples que je donnais, c'était des cartes ici. Et à partir de ces cartes-là, où est-ce qu'on voit le chemin en vert, qui n'est pas complet, il ne se rend pas au but, le but finalement il est ici, il va être capable de reconnaître, on souhaite qu'il soit capable de reconnaître c'est quoi son but. Donc, pour faire ça, je vais vouloir seulement un modèle statistique qui va me retourner une haute probabilité pour le vrai but et une basse probabilité pour le reste. Donc, ça va jusqu'ici. Donc, si on compare finalement cette approche-là avec les algorithmes de première vague, là, finalement, là, les algorithmes symboliques, comme j'ai décrit avec l'exemple du petit agent, on se rend compte finalement qu'ils sont beaucoup plus précis et plus rapidement. Quand je lui donne seulement 25% du chemin à compléter, le chemin qui était juste ici, en vert, on s'imagine que je lui donne seulement 25%. Le reste, il ne le voit pas. Il est capable, 60% du temps, de trouver c'est quoi le vrai but. Tandis qu'un algorithme de planification inverse, finalement, qui est l'approche symbolique, seulement 50% du temps va être capable de trouver c'est quoi le vrai but.
Donc, ça nous a amené à établir que peut-être, potentiellement, que finalement, les algorithmes d'apprentissage ont beaucoup de potentiel pour faire la reconnaissance de l'intention et qui seraient potentiellement meilleurs que les approches classiques qui ont été utilisées jusqu'à maintenant, qui sont les algorithmes symboliques. Mais est-ce qu'ils sont vraiment ultra performants, les algorithmes d'apprentissage? En fait, on pense qu'il y a encore plusieurs problèmes qui restent à régler, comme ces algorithmes-là ont une capacité de raisonnement limitée. Si on s'imagine que j'ai des exemples beaucoup plus complexes que ce que j'ai là, si à la place d'une map vraiment simple où je peux me promener à peu près n'importe où, j'ai finalement un labyrinthe où c'est beaucoup plus difficile de trouver finalement le chemin optimal entre un point A et un point B parce qu'il y a beaucoup de cul-de-sac. Ces algorithmes-là risquent de mal performer. On ne l'a pas testé, mais on suppose que. Et aussi, c'est dur d'expliquer les résultats. Comme là, j'ai entraîné mon réseau de neurones, mais je ne pourrais pas établir pourquoi à certains moments il se trompe et pourquoi il ne se trompe pas. Qu'est-ce qu'il a appris exactement? C'est le genre d'affaires qu'on ne peut pas finalement expliquer avec un réseau de neurones. Et ce qui nous amène à penser que finalement, la reconnaissance de l'intention, c'est peut-être juste un problème qui va être vraiment résolu avec l'intelligence générale artificielle qui serait finalement la troisième vague de l'IA. Et on s'imagine la troisième vague de l'IA finalement va régler tous les problèmes des deux premières vagues. Sauf que je fais tout le temps un bac, c'est la première fois que je fais. OK. Sauf que si la reconnaissance de l'intention est résolue par la troisième vague, mais que finalement, la façon que je peux avoir une intelligence artificielle, c'est grâce au fait que mon algorithme est capable de faire la reconnaissance de l'intention. Si on se rappelle au début, la reconnaissance de l'intention, c'est un outil vraiment efficace pour rendre l'algorithme plus intelligent. Ça permet de mieux collaborer avec d'autres agents, puis ça permet aussi de mieux apprendre. Donc, lequel viendra en premier finalement? Est-ce que c'est la reconnaissance de l'intention efficace qui va nous amener vers l'intelligence artificielle générale, ou est-ce que c'est les algorithmes, c'est l'intelligence générale artificielle qui va nous permettre d'avoir la reconnaissance de l'intention efficace? Donc, je vous laisse là-dessus. Et est-ce qu'il y a des questions?